NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Niger, dirigé depuis le 26 juillet par une junte militaire décidée, droite dans ses bottes, que ni les sanctions de la CEDEAO, ni la menace d'une intervention militaire ne semblent impressionner Mohamed Bazoum, l'homme qui a dirigé le Niger pendant 2 ans avant d'être déposé, reste lui détenu et la tension demeure totale. Mais quel sera l'épilogue de cette crise au Niger? Une solution politique est-elle encore possible? La CEDEAO finira-t-elle par intervenir militairement au Niger? 3 invités avec moi pour en parler. David Assiba Johnson, vous êtes professeur des universités, un grand observateur de la vie politique en Afrique. Êtes-vous? Quel regard porter sur la crise que traverse le Niger, mais qui devient aussi une crise institutionnelle pour la CEDEAO? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, analyste politique, mais avant tout, vous êtes un homme de droit, avocat au barreau de Paris, et c'est à juste titre que je vous ai invité. L'ancien président Mohamed Bazoum, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, n'est ni en garde à vue, une garde à vue de 2 mois, ça n'existe pas, ni en détention provisoire, encore moins en résidence surveillée. Mais quel est aujourd'hui le statut juridique de l'homme? La requête déposée auprès de la Cour de justice de la CEDEAO finira-t-elle par aboutir à sa libération? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Bernard Bikim, analyste et stratégiste. Vous êtes par ailleurs co-directeur du LIREA, le laboratoire interdisciplinaire en égyptologie et études africaines. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le gouvernement de transition du Niger espérait participer à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, la 78e notamment, qui vient de prendre fin seulement, voilà. Et il n'en a rien été. Aucune accréditation n'a été en effet accordée à ses représentants. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux des autorités de Niamey qui crient au complot international. Extrait. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de 2 chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. Professeur Johnson, commençons par l'aîné
que vous êtes, il est toujours difficile de comprendre pourquoi certains putschistes sont autorisés à participer à une Assemblée générale des Nations Unies, y compris à y prononcer un discours, et d'autres non. Mais en fait, la situation, je vous ai toujours énoncé, j'ai un cadre conceptuel, hein, c'est celui de regarder comment des forces extérieures, ou bien ce que j'ai appelé en fait les avantages de la posture coloniale, qui dictent essentiellement de quoi il retourne par rapport... Y compris jusqu'à l'ONU. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a un précédent quand le ministre des Affaires étrangères du Mali a essayé d'attirer l'attention de l'Assemblée au niveau de l'ONU sur la posture de la France au niveau du Mali et d'exhiber des preuves qu'ils avaient. Il y a eu une opposition totale par rapport à cela. Vous voyez, il faut qu'on soit sérieux. Les choses commencent. Je vais commencer par vous donner un exemple. Oui. L'exemple typique, c'est lorsque, par exemple, le chef de l'État, qui est Nicolas Sarkozy, va en Afrique et dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Vous êtes accueillis dans un espace... non, exactement. Les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Oui, ben, suffisamment corrigés, pas suffisamment corrigés dans l'histoire. Oui. Mais en fait, c'est d'abord des règles d'impolitesse, de malotru. Vous êtes invité à un endroit, hein, et puis vous vous comportez de manière goujate. Ouais. Le président Macron a fait la même chose au niveau de Ouaga, quand il jouait. Donc, en fait, en réalité, il y a un mépris total à l'égard, en fait, des Africains que nous sommes. Alors, vous le retrouvez dans nos relations internationales, où il y a cet infantilisme qui nous est adressé, l'incapacité que nous puissions avoir à pouvoir raisonner, à décider. Mais... ils s'en foutent pas mal. Je vous invite à écouter tout simplement les communications de Védrine ou les communications de Dominique de Villepin, où on considère en fait que les Africains ne sont pas tout à fait capables de se prendre en charge et qu'en fait la France doit être là. Mais elle devrait se poser une question. Ouais. Un élève qu'on essaye de former pendant 50 ans, et si on n'arrive pas à le former, il faudrait se poser la question de dire que est-ce qu'on a été un bon professeur ? Est-ce qu'on a été un bon professeur ? Et surtout, la question est d'autant plus pertinente que c'est un professeur qui la pose. Brice Nzamba, alors très rapidement, sans être naïf, corrigeons quelque chose. Amadou Abdrahmane, que nous venons d'écouter, le porte-parole de la junte militaire, incrimine directement le secrétaire général des Nations Unies. Bon, sans être naïf, corrigeons que ce n'est pas lui qui accorde les accréditations, c'est une commission d'accréditation au niveau de l'ONU qui accorde les accréditations. Mais si le secrétaire général voulait effectivement avoir la junte, les représentants de la junte, il les aurait eus. On peut instrumentaliser l'ONU à ce point ? Oui, mais bon, je pense que comme vous l'avez dit, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que l'ONU, comme tout instrument régional ou à caractère mondial, peut être instrumentalisé par des puissances qui y ont intérêt. Donc pour ça, je pense que toute l'histoire, je dirais, récente nous prouve ça. C'est-à-dire que, mais pour le cas qui nous concerne, je dirais que c'est un jeu diplomatique qui part d'abord de la CEDEAO. Hein, moi, je dirais que c'est une solidarité de vue entre la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale, et l'ONU. C'est-à-dire que la CEDEAO, comme elle ne reconnaît pas le régime du Niger, a fait le nécessaire auprès de l'ONU pour que l'ONU, à son tour, n'accrédite pas la délégation du Niger. Donc, véritablement, il y a instrumentalisation de l'ONU à partir du moment où vous avez une puissance ou deux puissances, ou un groupe d'États qui font pression sur l'ONU afin d'atteindre un certain objectif. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la décision est fondée ou pas ? C'est ça la vraie question. Oui. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, je pense qu'il y a un débat, aussi bien juridique, hein, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que les régimes sont des sujets de droit international ? C'est ça. Voilà. Les régimes politiques ne sont pas des sujets de droit international. Sur le plan du droit international, ce sont les États qui sont des sujets de droit international par excellence. Donc, ce sont les États qui sont donc représentés au sein de l'ONU, ce ne sont pas les régimes. C'est donc, ça. À partir du moment indépendamment de comment ils sont élus. Indépendamment, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, maintenant, il faut mettre un bémol, c'est-à-dire que quand il y a un État, il y a un régime qui gère un État qui a perpétré des crimes contre l'humanité, des génocides, il peut y avoir
des mesures, un embargo, des mesures de sanctions qui peuvent être prises contre ces régimes, donc contre cet État, pour le mettre au banc de la communauté internationale. Mais quand ce n'est pas le cas, en ce qui nous concerne, puisque le Niger, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui ont le contrôle de l'État, et au niveau de l'ONU, il s'agit du concert des États, ce n'est pas du concert des régimes. Voilà, donc, ce qui explique qu'il y a des régimes putschistes qui ont pris la parole à l'ONU, donc il n'y a pas de raison pour que le Niger n'ait pas été mais comment même pense-t-il cette incohérence qui est visible, qui est palpable. C'est politique. Je pense que l'ONU, c'est aussi un instrument éminemment politique, hein, il faut le dire, parce que c'est un lieu d'influence politique, de rayonnement politique, et aussi pour pouvoir juger de l'influence politique d'un État. Donc, je pense que la CEDEAO a fait manœuvre, certainement en intelligence avec la France, pour que le Niger ne soit pas, en tout cas pas le Niger des putschistes, ne soit pas représenté à l'ONU. Très intéressant, voilà, ce que vous dites, qu'il faut préciser. Maître Brice Nzamba, Jean-Bernard Biki, mais c'est un cas pratique au fond. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez un ministre des Affaires étrangères d'un ancien régime, on va dire ça comme ça, Massaoudou, M. Massaoudou, qui se dit « c'est moi le vrai ministre des Affaires étrangères du Niger ». Ceux-là, les représentants des putschistes, ils n'ont pas de légitimité, donc ne les accréditez pas. Vous auriez fait quoi si vous étiez membre de la commission d'accréditation? Alors, je vais vous dire ce que je pense réellement. Depuis 2 mois, on vit un poker menteur. Et je vais utiliser ici, je dirais, le sermon de Saint-Augustin. Errare humane est, perseverare diabolicum. Pour faire simple, tout le monde a le droit de se tromper, mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Nous assistons à une forfaiture. Qu'est-ce que c'est, ce qui se passe là? En droit, au Niger, depuis le renversement de Bazoum, nous sommes dans un régime exceptionnel et constituant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les règles qui s'appliquent à un État de droit normal, légitime, conventionnel, ne s'appliquent pas. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Cette question a été traitée scientifiquement par Kelsen et Schmitt sur la nature de la bonne constitution, la fameuse légitimité sur laquelle, derrière laquelle s'abritaient Macron et les autres. Mais je dirais que ce qui se passe réellement, ce n'est pas, contrairement à ce que disait l'aîné, le cher professeur Johnson, une question de mépris. Nous avons, entre Africains, une question à régler. Comment se sortir des différentes allégeances qui nous empêchent justement d'exercer librement nos droits? La première question. La seconde question, est-ce que dans le cadre d'un État, un autre État qui agit dans le cadre de la supranationalité, puisque bien sûr, on parle de la CEDEAO, peut, pour ses intérêts propres, mettre en péril toute une nation? La réponse est non. Je dirais, pas putschiste, je dirais les nouvelles autorités du Niger, puisque Macron a utilisé ce terme, les nouvelles autorités du Niger ont parfaitement le droit d'exercer la pleine et stricte souveraineté interne et externe. En l'espèce... Indépendamment de comment ils sont arrivés au pouvoir. Exactement, exactement. L'article 9, alinéa 1 et alinéa 2 de la Convention de Vienne de 1960 sur les relations diplomatiques est clair en ce point. Et j'irai même beaucoup plus loin, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction. Au nom de quoi Doumbouya, Diop pour le Mali, Traoré pour le Burkina vont s'exprimer à l'ONU et j'oublierai des bifis et pas les représentants du CNSP. Sur ce point bien précis, depuis une quinzaine d'années, les BRICS se battent pour que justement nous parvenions à des nouvelles interdépendances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État, chaque État, Brice l'a si bien dit tout à l'heure, chaque État doit pouvoir exercer par sa voix ses droits au sein de l'ONU. Et en ce sens,
Guterres, ça veut dire quoi? Le cadre légal ne veut plus rien dire? C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever, déposer un président et dire c'est moi désormais le président, et puis il jouit en droit, c'est justifié. Et de plein exercice de la souveraineté. Ça s'appelle une situation exceptionnelle en droit. D'accord. Ça s'appelle une situation exceptionnelle en droit, très rapidement. Ah, mais pas justement, oui, professeur, puisque c'est important de clarifier cette situation, ça devient trop facile aussi. C'est vrai qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre de comprendre certains coups d'État, mais on ne va pas non plus voir ça comme un élément ordinaire, une façon ordinaire, moins ordinaire de prendre le pouvoir. On est d'accord là-dessus. On peut intellectuellement se mettre d'accord là-dessus ou pas? Mais si c'est une question qui m'est posée, moi je crois que vous allez vite en besogne. D'accord. C'est d'abord le problème des institutions qui sont posées. Si les institutions peuvent faire l'objet de modifications à tout moment, pourquoi dans un cas on ne laisserait pas, on donnerait raison à certaines institutions? C'est très intéressant. Oui, bien sûr qu'il faut regarder. D'ailleurs, c'est un exercice trivial que de prendre le cas du Tchad. Regardez comment ça s'est géré. Il y a eu un coup d'État. Alors cette fois-ci, la France a reconnu ce coup d'État puisqu'il a adoubé. Alors dans le cas du Niger, la France dit non, je ne le reconnais pas. Et en fait, c'est un régime putschiste. Et on continue. Vous voyez que c'est une asymétrie comportementale. Ce dont il est question en réalité, contrairement au fait de vouloir pérorer, la question fondamentale est l'irréversibilité des avantages acquis de la posture coloniale versus les relations normales d'un pays souverain. Vous voyez, c'est ça la question fondamentale. Après, on peut être d'accord ou d'autres poser des questions sur le mode de dire oui, c'est pas un problème de mépris. C'est d'abord un problème de mépris. C'est-à-dire que jamais la France se serait comportée par rapport à un pays maghrébin si ils avaient fait un coup d'État. Alors que là, d'entrée de jeu, on nous dit que Bazoum est le meilleur élément, il a conduit les réformes qu'il fallait, etc., etc. Bon, le met sur un piédestal. C'était d'abord... Et on dit, l'État français a le toupet de dire que l'ambassadeur doit rester. Oui. Regardez, donc on viole, en fait, des règles au motif des intérêts. C'est la défense des intérêts. Alors moi, je ne crois pas que c'est très intéressant ce que vous dites. Mais oui, vous êtes en train de nous expliquer. Mais bien sûr, le débat que la France ne peut pas se permettre de se comporter vis-à-vis de la Corée du Nord, par exemple. Absolument. Comme elle se comporterait vis-à-vis d'un pays africain. Permettez-moi de continuer. Il ne s'agit pas la pertinence et le respect. On va marquer une pause d'abord. Je propose qu'on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour que vous poursuiviez votre analyse, professeur. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.